chapitre 5 sera consacré à la vision binoculaire. Dans ce module 1, nous allons reprendre toutes les notions de base de la vision binoculaire en commençant par les définitions. Ensuite, nous verrons le développement de la vision binoculaire, ce que sont les mouvements oculaires et ensuite nous verrons quelques notions qui peuvent parfois être un peu abstraites comme la correspondance rétinienne avec l'europtère, les aires de Panome. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vision binoculaire normale? La définition, c'est que la vision binoculaire est normale si elle est présente, déjà. La vision doit être également nette. La personne doit voir simple avec ses deux yeux. Et surtout, une notion importante, cette vision binoculaire doit être confortable. Alors, comment se développe la vision binoculaire chez le tout petit enfant? Il faut savoir que les bases de la vision binoculaire sont normalement présentes à la naissance, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Les coordinations nécessaires au bon fonctionnement du système visuel n'étant pas encore en place, le système visuel n'est pas encore assez mature. Pourquoi? Parce que cette vision binoculaire est le fruit de cette maturation des voies optiques, des structures oculomotrices ainsi que les réseaux corticaux. Quand le système visuel est donc mature, nous allons avoir des conditions nécessaires au bon développement de cette vision binoculaire. Pour ça, il faut déjà une intégrité des voies optiques, c'est-à-dire que l'œil, dans sa fonction anatomique, doit être pratiquement parfait. Ensuite, la formation d'une image doit être nette et identique sur chaque rétine. Et enfin, l'orthotropisation, qui progresse rapidement jusqu'à 6 mois, doit se terminer à peu près vers 6-8 ans. Alors, c'est quoi l'orthotropisation? C'est le fait que l'œil va, au départ il est hypermétrope, va s'allonger pour devenir hémétrope, c'est-à-dire le fait que nous puissions, si tout va bien, avoir un œil hémétrope à l'âge adulte. Alors, c'est bien d'avoir un œil droit parfait, un œil gauche parfait, sauf que la vision binoculaire concerne les deux yeux. Pour ça, on va déjà voir quels sont les mouvements oculaires que peuvent faire justement les deux yeux ensemble en même temps. Nous allons partir de la position primaire. Cette position primaire, c'est la posture que prend un sujet qui regarde sans contrainte un objet en vision très loin, situé à la hauteur de ses yeux et dans le plan médian de son corps. Voici un exemple. Ensuite, nous allons par rapport à cette position primaire déterminer deux grands types de mouvements. Déjà, les mouvements de version. En fait, c'est lorsque les lignes de regard de l'œil droit et de l'œil gauche vont tourner dans le même sens. Par exemple, lorsque nous regardons à droite avec les deux yeux ou à gauche avec les deux yeux. Ensuite, l'autre grande famille de mouvements, c'est les mouvements de vergence. C'est lorsque les lignes de regard de l'œil droit et de l'œil gauche vont tourner dans le sens opposé. Par exemple, lorsque nous avons la convergence, donc les deux yeux vont aller vers l'intérieur, ou en divergence, quand les deux yeux vont aller vers l'extérieur. Voici l'illustration d'un mouvement de version. Lorsque, en position primaire, nos yeux regardent un objet à l'infini dans le plan médian de la tête, la ligne de regard de l'œil gauche et de l'œil droit sont parallèles entre elles et vont vers la direction de l'objet regardé à l'infini. Lorsque de cette position primaire, nous regardons un objet vers la droite, par exemple, à ce moment-là, les lignes de regard de l'œil gauche et de l'œil droit vont se décaler d'un certain angle par rapport à la position primaire. Dans ces cas-là, nous effectuons un mouvement de version. Les deux mouvements de vergence. Lorsque de nouveau nous passons de la position primaire, c'est-à-dire lorsque les lignes de regard de l'œil droit et de l'œil gauche sont parallèles entre elles dans le plan médian de la tête, si nous passons à un point proche, en vision de près par exemple, à ce moment-là les deux yeux vont s'orienter l'un vers l'autre, donc de façon opposée l'un par rapport à l'autre. Les lignes de regard de l'œil droit et de l'œil gauche dans ces cas-là vont se croiser et ce mouvement va s'appeler un mouvement de convergence. Lorsque de nouveau nous passons de ce point de vision de près vers la position primaire, c'est-à-dire si nous repassons avec un objet en vision de loin,
À ce moment-là, ce mouvement qui passe de la vision de près à la vision de loin, ce mouvement va s'appeler un mouvement de divergence. Nous venons de voir que dans les mouvements de version ou dans les mouvements de vergence, les deux yeux vont fonctionner en même temps, au même instant. Pourquoi? Parce que les mouvements oculaires sont le résultat de la combinaison de mouvements de version et de vergence sous l'action des muscles oculomoteurs, et ceux-ci sont théoriquement soumis aux lois de Hering et de Sherrington. La loi de Hering stipule qu'en fait, lors de mouvements de vision binoculaire, l'influx nerveux est envoyé à chacun des muscles oculomoteurs de façon identique pour les deux yeux. Et la loi de Sherrington stipule que lorsqu'un muscle se contracte, son antagoniste va se relâcher de façon simultanée et proportionnelle. On va donc souvent considérer en vision binoculaire que les deux yeux ne forment qu'un seul organe, qu'un seul gros œil, si l'on veut. Continuons maintenant avec les définitions concernant la vision binoculaire. Nous confondons souvent champ de regard et champ visuel. Reprenons ces deux définitions. Commençons par qu'est-ce qu'un champ de regard? Le champ de regard est l'ensemble des points de l'espace qu'un sujet peut fixer alors que son corps et sa tête sont immobiles. Ce qui veut dire que la détermination du champ de regard implique que seuls les yeux du sujet peuvent bouger. Or, pour un champ visuel, c'est le volume de l'espace perçu par un sujet immobile regardant un point de fixation. Ce qui veut dire que la tête, les yeux et le corps sont immobiles. Reprenons quelques petits rappels anatomiques sur comment les yeux peuvent percevoir le mouvement. En fait, c'est grâce à un contingent de cellules rétiniennes qui est particulièrement sensible au mouvement, isolé ou global, survenant dans la scène visuelle. C'est souvent grâce au bâtonnet essentiellement. Ce sont aussi des fibres de gros diamètre qui transmettent rapidement le signal et sont impliquées dans toutes les tâches spatiales, comme la lecture par exemple. Et ça, dès la naissance, l'enfant est sensible au mouvement lent et c'est vers 2 ans qu'il est sensible à toute la gamme de mouvements. Toutes ces notions sont très importantes pour mieux comprendre la vision binoculaire. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les deux grandes composantes de la vision binoculaire? Les deux grandes composantes, ce sont l'accommodation, et nous en avons déjà parlé dans le cours sur le parcours d'accommodation. Son unité est bien sûr la dioptrie. Mais la deuxième grande composante de la vision binoculaire, ça va être la convergence, c'est-à-dire la déviation des lignes de regard. Et pour ça, on a 3 unités pour la convergence, les degrés. Parfois, nous pouvons aussi calculer cette convergence en angle métrique, mais également en dioptrie prismatique. Nous allons maintenant essayer d'expliquer pourquoi dans notre champ de vision, lorsque nous regardons un objet, pourquoi celui-ci nous apparaît simple et pourquoi nous avons souvent l'impression dans notre champ visuel de voir des objets doubles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une correspondance rétinienne? En fait, la vision binoculaire exige un apprentissage abouti à une coordination motrice rapide et précise au niveau des deux yeux. Cette condition conduit à une maturation neurologique du système visuel qui permet l'établissement de points de correspondance entre la rétine de l'œil droit et la rétine de l'œil gauche. C'est une notion qui peut sembler un petit peu abstraite au départ, mais qui est primordiale pour la compréhension de la vision binoculaire. En fait, les points de correspondance, ce sont 2 points, un sur chaque rétine, qui, lorsqu'ils vont être stimulés simultanément par une image qui va arriver sur la rétine, permettent une vision unique, simple et fusionnée de l'objet. Par exemple, nous avons 2 points correspondants lorsque nous regardons un objet en face de nous. Les 2 points correspondants les plus importants vont être les fovea de l'œil droit et les fovea de l'œil gauche, qui sont des points de correspondance. Les fovea ne sont pas les seuls points correspondants. Nous allons illustrer ça avec un exemple. Imaginons qu'un sujet regarde une étoile à l'infini. À ce moment-là,
cette étoile, les rayons lumineux de cette étoile vont arriver au niveau des fovéas puisque le sujet fixe l'étoile. Dans ces cas-là, il va y avoir l'image de l'étoile qui va arriver au même endroit que la fovéa de l'œil droit et sur l'œil gauche, l'image de l'étoile sur l'œil gauche va également arriver au niveau de la fovéa. Imaginons que ce sujet, toujours en fixant l'étoile, la Lune apparaît dans son champ visuel binoculaire. À ce moment-là, cette Lune va aussi envoyer des rayons lumineux qui vont arriver sur la rétine, mais pas au niveau de la fovéa, puisque le sujet fixe l'étoile, mais au niveau de l'œil droit et de l'œil gauche, l'image de la Lune va arriver sur des points correspondants, c'est-à-dire avec les mêmes coordonnées GPS sur la rétine droite et sur la rétine gauche. À ce moment-là, on va dire que l'image du croissant de Lune se forme sur un couple de points correspondants de chaque rétine, qui ne sont pas les fovéas. Donc, les lunes droite et gauche vont être considérées comme deux points correspondants puisqu'ils ont les mêmes coordonnées, que ce soit sur la rétine droite et sur la rétine gauche. Dans les schémas, nous représentons donc l'œil droit et l'œil gauche. Mais pour mieux comprendre ce que voit le sujet, nous allons utiliser l'œil cyclope de Hering. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, nous considérons l'œil droit et l'œil gauche comme un seul œil, comme un seul organe, puisqu'ils bougent de la même façon à droite et à gauche. Et pour ça, nous allons le représenter sous la forme de l'œil cyclope de Hering. L'œil cyclope, en fait, est un œil virtuel formé de la superposition des deux rétines. Et donc, en principe, lorsqu'il y a correspondance rétinienne normale, dans ces cas-là, nous allons représenter l'œil cyclope de Hering avec la superposition des deux fovéas de l'œil droit et de l'œil gauche. En fait, nous allons le représenter comme un super gros œil où les centres de rotation de l'œil droit et de l'œil gauche vont être confondus, ainsi que les deux fovéas. Donc, l'œil cyclope correspond à ce que voit la personne. Et cela revient, comme je viens de vous le dire, à considérer que les deux yeux ne forment qu'un seul organe, puisqu'on aboutit à une vision simple. Reprenons notre exemple de sujet qui est en train de regarder l'étoile. Dans ces cas-là, on va dire que l'image de l'étoile de droite va être confondue avec l'image de l'étoile de l'œil gauche et tous les deux vont être confondus avec les fovéas. Donc, dans ces cas-là, nous allons avoir l'extériorisation de cette étoile et donc cette représentation de l'étoile. Idem par rapport à la Lune qui apparaît dans le champ visuel. À ce moment-là, si les deux points de la Lune sont des points de correspondants, la Lune sera vue simple. Et donc dans ces cas-là, l'image de la Lune de droite va être confondue avec l'image de la Lune gauche. Et dans ces cas-là, l'extériorisation sera donc une Lune vue également simple. Ok, nous avons bien compris comment, avec deux yeux, nous étions capables de voir les objets de façon simple. Sauf que, parfois, nous avons l'impression dans notre champ visuel de voir des objets doubles. Pourquoi certains sont simples et pourquoi certains sont vus doubles? En fait, nous avons besoin pour ça, pour bien comprendre, d'avoir la notion d'europtère et de cercle de Wettmüller. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir, c'est assez simple quand nous allons l'illustrer avec un schéma après. En fait, l'europtère est le lieu des points objets de l'espace dont les images se forment sur des points correspondants sur la rétine. L'europtère est une sphère passant par le point de fixation, c'est-à-dire l'objet que l'on regarde, et par les centres de rotation des deux yeux, donc par Q' droit et Q' gauche. Et donc, tout objet qui va se situer sur l'europtère est vu simple, car dans ces cas-là, les images rétiniennes vont être fusionnées, car vont arriver sur des points correspondants. Lorsque l'on regarde une sphère par-dessus, donc nous pouvons réduire l'europtère à un plan, c'est-à-dire que cette section, si nous regardons par-dessus, va donc ressembler à un cercle, et ce cercle va être appelé cercle de Wettmüller.
ça va être plus facile à comprendre grâce à un schéma. Imaginons que nous sommes en train de regarder une pâquerette. D'accord? Donc dans ces cas-là, nos deux yeux vont s'orienter vers cette pâquerette-là. Et donc la pâquerette va envoyer un rayon lumineux sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Et comme nous sommes en train de fixer cette pâquerette-là, à ce moment-là, l'image de la pâquerette sur l'œil droit et sur l'œil gauche va être confondue avec les fovéas. Donc l'image de la pâquerette gauche va être confondue avec la fovea gauche et l'image de la pâquerette droite va être confondue avec la fovea de l'œil droit. Nous avons vu que le cercle de Wettmüller passe par le point de fixation, c'est-à-dire la pâquerette, et par les centres de rotation des deux yeux. Donc, en principe, c'est une sphère, mais comme là, nous regardons les yeux vus de dessus, nous pouvons donc représenter ces sphères grâce à un cercle que l'on va appeler le cercle de Wettmüller. Imaginons que nous avons une petite abeille qui se positionne sur ce cercle de Wettmüller. Cette abeille va donc envoyer là aussi un rayon sur l'œil droit et sur l'œil gauche. Donc nous allons avoir l'image de l'abeille de l'œil droit et l'image de l'abeille qui va donc arriver sur la rétine de l'œil gauche. La distance dans ces cas-là entre la fovea de chaque œil et l'image de l'abeille va être identique pour chaque œil. Donc à ce moment-là, les deux images de l'abeille vont arriver sur des points de correspondance et donc cette abeille sera vue simple. Mais si nous avons par exemple une colombe qui passe dans notre champ visuel mais qui est en dehors du cercle de Wettmüller, à ce moment-là, l'image de la colombe va arriver à des endroits différents avec des coordonnées GPS différentes entre l'œil droit et l'œil gauche. Et à ce moment-là, donc, vu que pour l'œil droit, la colombe est dans le prolongement de l'abeille, on va avoir l'image de la colombe de l'œil droit qui va être confondue avec l'image de l'abeille de l'œil droit, mais par contre, à gauche, l'image de la colombe de l'œil gauche va donc se situer au niveau de la rétine avec des coordonnées GPS différentes. Et donc, dans ces cas-là, la colombe sera vue double. Pour représenter cette vision double ou simple des objets que nous sommes en train de regarder, nous allons représenter tout ça grâce à l'œil cyclope de Hering. Où là, donc sur cet œil cyclope, nous avons les centres de rotation de l'œil droit et de l'œil gauche qui sont confondus, ainsi que les fovéas de l'œil droit et de l'œil gauche. Puisque nous fixons la pâquerette, au niveau des fovéas, les fovéas vont être également confondus avec les images de la pâquerette de l'œil droit et l'image de la pâquerette de l'œil gauche. Si nous mettons l'abeille, la représentation de l'abeille, avec donc les mêmes coordonnées GPS sur l'œil droit et sur l'œil gauche, puisque les deux images œil droit et œil gauche de l'abeille arrivent sur des points de correspondance, puisque l'abeille est sur le cercle de Wettmüller. À ce moment-là, l'image de l'abeille à droite est confondue avec l'image de l'abeille gauche, et donc cette abeille sera vue simple. Pour la colombe, nous avons vu que au niveau de l'œil droit, l'image de la colombe de l'œil droit va être confondue avec l'image de l'abeille de l'œil droit, donc également avec l'image de l'abeille de l'œil gauche. Mais au niveau de l'œil gauche, l'image de la colombe va se situer avec des coordonnées GPS un petit peu différentes sur la rétine. Et donc, comme là, l'image de la colombe de l'œil droit et l'image de la colombe de l'œil gauche ne sont pas sur des points de correspondance, à ce moment-là, la colombe sera vue double. En résumé, tout objet situé sur le cercle de Wettmüller, la pâquerette ou l'abeille par exemple, est donc vue simple. Et tout objet situé en dehors du cercle de Wettmüller est donc vue double, comme la colombe par exemple.
Sauf que ce n'est pas aussi précis que ça. Le système visuel dispose d'une plasticité qui lui permet de fusionner les images rétiniennes d'un objet situé très proche de l'europtère. Et donc, dans l'espace situé autour de l'europtère, où la vision reste simple, on va distinguer deux parties. La plus proche de l'europtère va être la zone de fusion plate. Dans ces cas-là, le sujet ne perçoit pas la différence de profondeur entre l'objet qu'il fixe et l'objet qu'il perçoit, parce que l'objet qu'il perçoit est vraiment très très proche de l'europtère. Et on va avoir une zone un tout petit peu plus éloignée qui va être la zone de stéréopsie. C'est-à-dire que dans cette zone-là, on va pouvoir être capable de dire si l'objet qu'il fixe est plus proche ou plus éloigné que l'objet qu'il perçoit. C'est grâce à cette zone également que nous pouvons percevoir en relief. Si nous fixons un point et qu'un objet est situé à l'intérieur de cercle de Wettmüller, c'est-à-dire plus proche que le point, alors cet objet sera vu en stéréopsie ou en diplopie croisée. C'est-à-dire que l'œil droit voit l'image de gauche et l'œil gauche voit l'image de droite. Inversement, lorsque l'objet est situé à l'extérieur du cercle de Wettmüller, c'est-à-dire plus éloigné que le point de fixation, alors il est vu ou en stéréopsie ou en diplopie homonyme. C'est-à-dire que l'œil droit voit l'image de droite et l'œil gauche voit l'image de gauche. Alors c'est vrai que dans la grande majorité des cas, nous n'avons pas l'impression que lorsque nous fixons un point, nous voyons tous les objets doubles. Pourquoi? Parce que effectivement, le système visuel, le cerveau va neutraliser un petit peu tout ça et qu'il faut un effort de conscience pour mettre en évidence ce que l'on appelle cette diplopie physiologique. Illustrons tout ça avec un schéma. Imaginons que nous fixons un objet A. Donc cet objet va appartenir au cercle de Wettmüller. Et donc ce cercle de Wettmüller, je rappelle, passe par l'objet et par les centres de rotation des deux yeux. À ce moment-là, nous allons discerner autour du cercle de Wettmüller deux zones. Une qui est la plus proche, qui va s'appeler la zone de fusion plate. C'est-à-dire que si nous regardons un objet dans cette zone-là, cet objet sera vu plat, c'est-à-dire sans épaisseur. Nous ne serons pas capables de dire s'il y en a un plus éloigné que l'autre. La deuxième zone, qui est un tout petit peu plus éloignée que le cercle de Wettmüller et la zone de fusion plate, va s'appeler la zone de stéréopsie. C'est-à-dire que si un objet, C, par exemple, appartient à cette zone, cet objet sera vu en relief par rapport à l'objet A. On sera également capable de dire que cet objet C est plus éloigné que l'objet A. Mais dans tous les cas, que ce soit A, B ou C, ces trois objets seront vus simples. Par contre, si nous avons un objet qui est en dehors de ces zones, il sera dans ces cas-là vu double. Exemple, cet objet D, à ce moment-là, il est en dehors de la zone de fusion plate et de la zone de stéréopsie. Il est donc dans les zones de vision double. Tout ce qui est en avant de cette zone sera vu donc en stéréopsie ou diplopie croisée, et tout ce qui sera plus loin que le cercle de Wettmüller sera vu en stéréopsie ou diplopie homonyme. En résumé, tout objet qui appartient soit au cercle de Wettmüller, soit à la zone de fusion plate, soit à la zone de stéréopsie, sera vu simple. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la rétine? Prenons l'exemple de l'œil droit qui est en train de fixer le point A. S'il fixe le point A, ça veut dire que l'image du point A sur cet œil, donc A'D, va être confondue avec la fovea de cet œil droit. Le point B va avoir comme image B'D et le point C va avoir comme image sur cet œil C'D. En fait, au niveau de la rétine, ce ne sont pas vraiment des points de correspondance, mais des aires de correspondance. Et à partir du moment où les images A'D, B'D et C'D appartiennent à la même aire, à ce moment-là, ils seront vus simples. Ces aires
Au niveau de la rétine, ces aires de correspondance s'appellent les aires de Panum. Ce qui veut dire que si un objet a comme image, par exemple, un objet D a comme image D', D sur cette rétine, mais que cette image est en dehors des aires de Panum, alors cet objet sera vu double. Ce qui veut dire que A est le point de fixation, il sera vu simple, B est vu simple et plat puisqu'il appartient à la zone de fusion plate, C est vu simple et en relief puisqu'il appartient à la zone de stéréopsie, et D, qui est en dehors de ces zones, sera vu double. Pour illustrer ce module et se rendre compte de la diplopie physiologique, c'est-à-dire qu'on soit capable de voir des objets doubles en dehors du cercle de Wettmüller, nous allons prendre deux crayons. Le premier crayon, nous allons le placer dans le plan médian à peu près à 30-40 cm des yeux et le deuxième derrière le premier crayon à peu près 60 cm. Dans la première partie du test, nous allons fixer le crayon le plus proche. Dans ces cas-là, celui-ci sera vu simple. Et nous allons nous rendre compte de cette diplopie physiologique parce que le crayon de derrière va apparaître double. Et en fermant un œil et après l'autre, nous allons nous rendre compte de la diplopie homonyme, c'est-à-dire que le crayon gauche sera vu par l'œil gauche quand on ferme l'œil droit et le crayon droit sera vu par l'œil droit lorsque l'on ferme l'œil gauche. Dans la deuxième partie du test, nous allons fixer le crayon le plus éloigné. Dans ces cas-là, ce crayon sera vu simple et nous allons nous rendre compte de cette diplopie physiologique parce que le crayon le plus proche va nous apparaître double. Et en fermant un œil et après l'autre, nous allons nous rendre compte qu'en fait, l'œil droit voit l'image de gauche et l'œil gauche voit l'image de droite lorsque l'on ferme un œil alternativement.